Alors bonjour à toutes et à tous, décidément le micro est plutôt fort, je vais essayer de parler doucement. On m'a demandé de me présenter, je m'appelle Anthony Lachegard, je suis professeur de droit, ne quittez pas la salle tout de suite, on va attendre un petit peu. Pour vous présenter aussi les rencontres VLIL que vous voyez derrière moi, ce sont des rencontres qui sont nées pendant le confinement, pour donner la parole aux éditions indépendantes, aux maisons d'édition indépendantes et aux auteurs un petit peu plus confidentiels. Ces rencontres se passent en visioconférence pour la plupart, sauf un petit peu aujourd'hui, comme vous le constatez. Euh, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, vous pouvez vous y inscrire quand vous souhaitez et vous avez toutes les informations sur vlil.com, variant les éditions en live. Alors on va attaquer cette rencontre. J'ai beaucoup de chance d'avoir trois autrices de talent ce matin. Apparemment, certains ne sont pas à la messe encore. Mais pour l'instant, je vais vous présenter ces trois autrices-là de manière rapide parce que l'idée, c'est quand même qu'elles dialoguent ensemble et qu'il y ait un véritable échange entre elles sur cette thématique des jeunesses, non pas de la jeunesse, des jeunesses dans l'écriture, dans la littérature. Alors, on commence avec Angeline Boulet, qui est à l'opposé de moi, là-bas, qui est membre des Ojibwés de Chippewa, dans la région des Grands Lacs. Vous vivez dans le sud du Michigan. Et une dose de rage chez Nathan Édition, qui a été traduite par Julie Lopez, est sortie donc en février dernier. On a l'immense chance de la voir avec nous. Au milieu, au centre, Émilie Prophète, vous vivez à Haïti, vous êtes romancière, poète, journaliste, c'est déjà beaucoup. Depuis 2022, vous êtes ministre de la Culture et de la Communication à Haïti, et vous avez donc publié plusieurs ouvrages. Vous êtes la doyenne de cette rencontre, et notamment donc, Les villages de Dieu aux éditions Mémoire d'Encrier, qui est particulièrement réussi, on en parlera aussi tout à l'heure. Et la troisième, non des moindres, puisqu'elle a déjà reçu le prix Page America il y a quelques jours, on parle beaucoup d'elle en ce moment, c'est Leila Mosley, pour arpenter la nuit aux éditions Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique. Il y a 19 ans, elle est originaire d'Auckland, et ça a été traduit par Pauline Loca. Alors, on va commencer par une question sur cette thématique si particulière de travailler la littérature avec des personnages adolescents ou jeunes adultes, ou en tout cas avec une envie de vivre extrêmement forte, mais avec beaucoup de noirceur aussi dans vos différents romans. Alors, première question pour toutes les trois, comment êtes-vous arrivé à écrire sur les personnages adolescent où on passe de ne plus le devenir, puisque la plupart des personnages sont entre 17 et 19 ans. Est-ce que c'est l'âge d'or pour écrire sur cette tranche de vie qui est si particulière pour nous? Bonjour, bonjour. Alors, écrire, avoir un personnage jeune dans un livre, avec les villages de Dieu, c'est la première fois que cela m'arrive. Mais Célia, ce personnage principal, s'est imposé à moi pour différentes raisons, parce que ces dernières années, j'ai regardé de près ces jeunes personnes, parce qu'il y en a beaucoup à Port-au-Prince et beaucoup qui habitent les cités difficiles. Et Célia était le personnage parfait pour moi, parce qu'elle porte quelque chose de lumineux, de dynamique et qui m'intéressait énormément. Et parce que cette tranche d'âge-là, des gens comme Célia, ce sont aujourd'hui eux qui vivent le mieux Haïti, à mon avis. Ils utilisent les médias sociaux, qui parlent de tout, et qui nous font comprendre, ou du moins prendre la mesure de la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons dans mon pays, c'est-à-dire nous sommes confrontés à des problèmes environnementaux, des problèmes politiques, économiques, et Célia, elle nous permet de voir, de comprendre et de faire cette immersion dans les quartiers difficiles, les quartiers qui sont contrôlés par les gangs. Et Célia aussi, je pense avoir réussi ce personnage,
Et grâce à ma fille, qui avait le même âge à l'époque, qui était d'une mauvaise foi extraordinaire, j'ai un peu copié et ma fille aimée. Et là, voilà, voilà la jeune haïtienne du moment, voilà, en rébellion contre tout, qui ne veut de rien, mais qui veut de tout, voilà, qui porte toutes les contradictions de son époque. Angélique? Bonjour, I'm Angeline Bully, Nispo Mako Kwayanidish Nakas, Mako Dodam, Bawating and Donjaba. Hello everyone, I'm Angeline Bully. I'm Bear Clan. I'm from the Sault Ste. Marie tribe of Chippewa Indians, and thank you for having me here. I love writing that age of character between 17 and 19. To me, it is such a dynamic age of great change, of leaving behind the known world and entering a new situation, and how one transitions to that is interesting to me to write. My career, I've worked with teens from different Native communities, and then with my own children, I always wanted to write stories for them where they felt seen and could understand the struggles of my characters, and that it helped them to not feel alone in what they are experiencing. Bonjour, moi j'aime beaucoup écrire en fait sur des personnages qui ont cet âge-là, entre 17 et 19 ans. C'est un âge qui m'intéresse beaucoup, c'est un âge qui est très dynamique, c'est une période de changement dans la vie. On doit laisser derrière nous les choses qu'on connaît déjà et on doit entrer dans quelque chose de nouveau. Donc c'est une période de transition que je trouve très intéressante à écrire. Dans mon travail, j'ai beaucoup travaillé avec des adolescents dans des communautés amérindiennes, dans différents endroits. Et je m'adresse vraiment à ces jeunes avec qui j'ai travaillé, ainsi qu'à mes propres enfants. Pour moi, j'écris des histoires qui s'adressent à eux parce que je veux qu'ils aient l'impression qu'ils sont vus, qu'ils sont compris. Et je pense que je veux créer des personnages auxquels ces jeunes gens puissent s'identifier et pour qu'ils puissent sentir qu'ils ne sont pas seuls. Leïla? Et ça se fait. I think that I wanted to write a teenage character while I was still within that space, and I think I chose 17 because it's this liminal space. It's a limbo between childhood and adulthood, right? So, and I think that often it's hard for adults to grasp adolescence in hindsight because we naturally put this distance between ourselves and our younger selves, and kind of do this criticism, this judgment of it. And even when people meet me, they tell me what they were doing at 17 and tell me like how much better I am. And I always say like I was also doing that at 17. And the kind of criticism, that judgment, it only comes from time, right? And so I wanted to tell the story of this teenage Black girl in the present moment, without that kind of judgment for herself, and give this validity and respect to the depth of the experience of adolescence, where you're kind of misunderstood because you're not fully in childhood or adulthood, and you're given responsibilities of an adult, but not the respect that we associate with adulthood. J'ai choisi d'écrire un livre dont la protagoniste est une adolescente. J'ai choisi l'âge de 17 ans parce qu'à 17 ans, c'est un moment particulier où on est entre l'enfance et l'adolescence. C'est un moment un peu flottant.
Et les adultes, en général, ont du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête d'un adolescent, à comprendre son monde intérieur. Et souvent, les adultes gardent cette distance entre l'adulte qu'ils sont et l'enfant ou l'adolescent qu'ils étaient. Beaucoup de jeunes viennent me voir et me disent que des personnes me disent qu'à 17 ans, ils ne se comportaient pas comme ça et que moi, je me comporte beaucoup mieux et que je m'en tire bien mieux. Mais à 17 ans, je faisais aussi ce qu'ils faisaient eux aussi. J'ai choisi de raconter l'histoire d'une adolescente sans jugement, sans critique sans ce regard critique des adultes. J'ai choisi de raconter l'histoire de cette jeune femme noire sans jugement, en lui accordant toute sa légitimité et tout le respect auquel elle a droit et relater du mieux possible son expérience. Très souvent, les adolescents sont mal compris et on leur confie des responsabilités d'adultes tout en leur privant de la reconnaissance que l'on doit qu'on leur doit et alors que eux confient énormément de responsabilités qui incombent aux adultes. Il y a une phrase d'Émilie Prophète, justement, qui pourrait très bien résumer cette rencontre. Désolé de prendre témoin à Émilie, mais tout peut se dissoudre, l'amitié, l'amour, nous sommes des enfants de l'oubli. Est-ce que toutes les trois, vous écrivez pour la jeunesse oubliée, pour ces enfants sacrifiés, ces corps parfois mutilés, sacrifiés? Est-ce que vous écrivez pour eux? Quel est le message que vous voulez leur transmettre? Ou en tout cas, vous n'écrivez pas que pour eux, vous écrivez pour le monde adulte aussi, mais il y a quand même un angle particulier dans vos trois romans respectifs. Non, je n'ai pas écrit, ce livre pour les jeunes, ceux qui ont moins de 20 ans. Et c'est vrai que nous sommes des enfants de l'oubli, et pas qu'en Haïti, peut-être dans cette Amérique dont on parle beaucoup pendant ce festival, cette Amérique confrontée à toutes sortes de difficultés, cette Amérique écrasée par le pays le plus puissant de la région et du monde. Nous sommes des enfants de l'oubli parce que voilà, on ne croit pas que voilà, peut-être que ce que nous faisons n'est pas vu, qui nous sommes est un peu fini, en fait, voilà, c'est ça. Donc, quand je dis que nous sommes des enfants de l'oubli, je parlais d'Haïti, je parlais des quartiers précaires où vit Célia, le personnage principal de mon livre, où vivent aussi les membres des gangs, où vivent aussi des gens comme Soline, un autre personnage important du livre, mais qui sont des gens oubliés complètement mis dans la marge. Et ce sont des gens qui se posent des questions sur la vie elle-même et sans pouvoir les exprimer, ces questions tout haut. Donc, et voilà, et à travers ce livre, je pouvais lui dire, les enfants de l'oubli, c'est pas que les jeunes qui deviennent des adultes très vite. En fait, c'est un moment qui passe très, très vite. Et il y a des gens, et même quand ils ont 17 ans ou 20 ans, ils ne se vivent pas comme des jeunes. Et je suis certaine que Leïla, d'ailleurs, je lui ai demandé hier, est-ce qu'elle était sûre d'avoir 20 ans? Elle m'a confirmé qu'elle avait 20 ans, je la crois. Mais cette jeunesse-là, elle peut être relative, c'est-à-dire, et quand on s'appelle Célia, on vit dans un quartier défavorisé et qu'on doit faire face à tellement de choses, on n'est pas tellement jeune, on n'est pas si jeune que cela. Donc, ça peut être très, très relatif d'être jeune, et particulièrement quand vous n'avez personne pour vous faire sentir que vous êtes jeune. Ceux qui sont jeunes, souvent, ce sont ceux qui voilà, sont dans un cadre familial, un cadre sociétal, et qui peuvent aller à l'école, à l'université, aller apprendre un métier, mais quand on est Célia ou quand on est écrivain à 20 ans et qu'on doit faire face au monde, parce qu'on a la charge de l'interpréter, ce monde, quand on est écrivain. On n'est pas jeune. On n'est pas jeune parce que dans la tête, ça se passe pas jeune.
il y a des choses à construire. Et oui, nous sommes effectivement des enfants de l'oubli, et pas parce que nous sommes jeunes, nous avons 20 ans, mais aussi parce que nous en avons 50, 60, et qu'on sent cet oubli, ce poids de l'histoire, cette marginalisation, quand on habite un pays défavorisé, peut-être pour les autres pays, puisque la solitude peut se ressentir dans sur n'importe quel ciel. I wanted to write about the unhealthy relationships that teens have with their romantic partners and how that starts out so young and the messages that young women receive of what is acceptable treatment in a partner. And for example, when I was a schoolgirl, if a boy was mean to me, teased me, pushed me down, a common response from adults would be, oh, he likes you. That's how he's showing that he likes you. But when I look back on those instances, I think that was a lesson in accepting disrespectful behavior as a sign of affection. And that is a slippery slope, a dangerous path, because I believe there have been some studies done in the States that by the time a young woman is 16, she has already 1 out of every 4 women have been in a violent relationship. And violence against Native women and girls and Two-Spirit trans people is so widespread. And I think I wanted to write a story that included these harmful relationships and my main character seeing that and making other choices for herself. So she does witness her best friend be shot and killed by the friend's boyfriend, who then takes his own life. And that's an extreme. But sometimes it starts with something as easy as, oh, he's teasing you, he's mean to you because he likes you. And I wanted to change that dialogue. Le sujet sur lequel je voulais écrire, c'était sur les relations malsaines dans lesquelles les adolescents, les adolescentes peuvent se retrouver avec leur partenaire amoureux. C'était ça qui m'intéressait. C'est quelque chose qui peut commencer très jeune. Très souvent, les jeunes femmes dès le plus jeune âge s'habituent à être traitées d'une manière qui est pas acceptable. Je me rappelle quand j'étais à l'école, quand j'étais petite, quand un garçon m'embêtait, me taquinait, m'agressait un petit peu, la réponse habituelle de la part des adultes, c'était « Ah, il fait ça parce qu'il t'aime bien, il y a un petit faible pour toi ». Et dire ça, c'est une manière, quand j'y repense maintenant, quand on dit ça à des jeunes filles, c'est une manière de les préparer à accepter le fait que le manque de respect fait partie des choses à attendre dans une relation d'affection. Et je trouve que c'est une pente savonneuse, c'est un discours qui est dommageable et qui est risqué. Il y a des études aux États-Unis qui ont été faites qui montrent que quand une jeune femme aux États-Unis arrive à l'âge de 16 ans, elle a une chance sur 4 déjà d'avoir été dans une relation violente. Et la violence, en particulier dans les communautés amérindiennes, contre les jeunes femmes, contre les filles, contre les personnes deux esprits, c'est-à-dire les personnes trans, sont très très répandues. Et donc dans mon histoire, je voulais inclure un exemple d'une de ces relations, violentes affectant une jeune fille. Donc le personnage, l'héroïne du roman, elle assiste à ce type de relation et elle décide de faire d'autres choix, elle voit sa meilleure amie qui est assassinée par son petit copain qui ensuite se donne la mort. Donc là, évidemment, on a une situation qui est très extrême, mais je voulais montrer comment ces genres de situations peuvent partir aussi de taquinerie et de choses que les jeunes filles acceptent dans leurs relations affectives. Et je voulais donc montrer comment on pouvait changer ce regard.
I think the language of forgotten people is always interesting because it always asks like who's doing the forgetting. And this is something that like we see all the time that the rest of the world, our like kind of common cultural narrative might forget us, but we continue to push and push and push it so that no one's listening. And I I'm from Oakland, and there are so many girls that go missing every year, and most of them are black and brown, most of them are black and indigenous, and what I always see is like we are the ones trying to find these girls. It's not from the police. No one else is putting up the posters. If you ever see like a missing persons poster, it's from the family and friends. And I think that that kind of necessity to protect ourselves and to look out for ourselves is also like a component of what makes it impossible to be a child. And like Emily was saying, I think it's so true that like so many girls just don't get to have a childhood, and so we look at them and we minimize them, and we don't even understand that they're taking on responsibilities decades older than we would ever want for them, and yet we as a culture kind of continue to give this and put it on young people. And I think that with Kiara, I wanted to kind of depict what it looks like when young girls are harassed every day of their lives, and how like that constant violence ends up accumulating into a paranoia. And I wanted to kind of depict what it looks like when you are the baby of the family, right? Like she's the youngest in her family, and yet she's the caregiver. And you can be the mother and the daughter and the sister all at once. Yeah. De parler des personnes oubliées, c'est intéressant. On peut se poser la question de savoir qui oublie. Comment se fait-il que notre culture nous oublie? Je viens d'Auckland et dans ma ville, il y a énormément de disparitions et très souvent, ce sont des jeunes femmes noires ou alors amérindiennes. Et on essaie de les retrouver, mais qui essaie de les retrouver? Ce n'est pas la police. En général, les personnes qui placardent des affiches, ce sont les membres de la famille, les amis, les proches. Et il y a cette réelle nécessité qui veut qu'on est obligé de nous protéger nous-mêmes. Et c'est ce qui fait que c'est impossible de vivre son enfance et d'être des enfants. Comme l'a dit Émilie, il y a beaucoup de filles, de jeunes femmes qui ne vivent pas leur jeunesse, leur enfance. Elles ont tendance à être, leur rôle a tendance à être minimisé alors qu'elles ont d'énormes responsabilités, des responsabilités de personnes bien plus âgées normalement. Et pourtant, la société continue d'attendre d'elles qu'elles prennent autant de responsabilités. Dans mon roman, Chiara, la protagoniste, en parlant de Chiara, j'ai voulu dans mon roman montrer quel pouvait être le harcèlement à l'égard des jeunes femmes, et ce que pouvait donner une violence accumulée au quotidien qui peut se transformer en vraie paranoïa. Et alors que elle, en l'occurrence, c'est la plus jeune de la famille, et à ces jeunes femmes qui sont des enfants, on leur demande, des adolescentes, d'être des mères, des filles, des sœurs. Ce que j'aimerais savoir dans vos trois rôles d'écrivain, comment se matérialise la jeunesse dans votre écriture? Est-ce que dans vos souvenirs, est-ce qu'il y a dans vos souvenirs, est-ce qu'il y a dans vos sens, qu'il soit olfactif ou tout simplement tactile, auditif, quels sont les sentiments, les émotions qui vous viennent à l'esprit quand vous parlez de votre jeunesse? On parlera peut-être de la dichotomie entre votre jeunesse et la jeunesse de vos personnages, parce que d'apparence, ils sont plutôt différents. Mais qu'est-ce qui traverse votre esprit, qu'est-ce qui traverse dans votre écriture
cette jeunesse-là que vous voulez mettre en avant? Moi, quand on a 14 ans, entre 14 et 22 ans, et peut-être un peu plus, on est très pressé. Moi, c'était mon cas. J'étais très pressée de devenir adulte parce que être adulte, ça voulait dire avoir terminé l'école, l'université, et cela voulait dire pour moi aussi avoir accès à un certain nombre de choses que je n'avais pas. Donc voilà, donc c'était urgent pour moi de devenir adulte, et c'est peut-être pour cela que je ne sais pas trop ce qu'être jeune veut dire. C'est-à-dire, on a un âge qui indique que l'on est jeune, mais en même temps, on a un rapport avec le monde, on a un regard sur ce qui se passe autour de soi, qui n'est peut-être pas un regard de jeune. Et parce que on essaye d'interpréter, on essaye de comprendre, et de fait, on comprend, et on voudrait, moi, je voulais dire des choses, je voulais écrire des choses que mes parents peut-être n'auraient pas acceptées, n'auraient pas compris, parce que c'est une tutelle un peu encombrante que la tutelle des parents. On le sent comme ça quand on est jeune, et peut-être que c'est pour cela que ceux qui sont appelés jeunes, qui ont un éveil, qui sont éveillés à la vie, ont beaucoup de mal des fois. Et c'est des âges où il est très, très difficile pour ces personnes de composer avec leurs parents, avec leurs professeurs. Et c'est pour cela qu'on dit que l'adolescence est un âge difficile, sans doute, parce que on n'est pas on n'est pas ces personnes-là que l'on voit et qui peuvent obéir, qui peuvent suivre les consignes. Et c'est très étrange que les adultes qui eux aussi sont passés par ces âges-là oublient cette manière d'être, cette manière de vouloir être autre chose. Et c'est sans doute pour cela que j'ai des rapports très différents avec mes enfants. Mais je me souviens vraiment de ce besoin d'aller vers l'âge adulte, parce que pour moi, cet âge-là vous donnait accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Évidemment, aujourd'hui, je voudrais avoir certains jours un peu moins d'âge pour pouvoir voir, recommencer un certain nombre de choses et faire des choix. Mais la vie, elle est comme ça. On a toujours un rétroviseur et on regarde et on essaye d'évaluer ce qu'on a fait et tout. Mais dans mon cas particulier, je n'ai pas un souvenir d'avoir été jeune, jeune dans le sens où il faut vraiment avoir un comportement spécifique à 14 ans, à 16 ans ou à 20 ans. Mais c'était important pour moi de parler de Célia. Donc, Célia, c'est l'haïtienne de demain, c'est l'haïtienne d'aujourd'hui qui utilise les réseaux sociaux, qui nous montre la vie dans sa cruauté et dans sa violence. Donc, voilà, Célia exprime quelque chose de moderne et quelque chose d'inquiétant aussi pour Haïti aujourd'hui, et peut-être pour toute l'Amérique. Vous parliez de votre fille tout à l'heure. Est-ce qu'elle a lu le livre? Est-ce qu'elle s'est reconnue? Est-ce qu'elle a été en colère contre vous? Est-ce qu'elle s'est révoltée? Elle a lu le livre et elle était très surprise de voir comment elle était. C'est de mauvaise foi, là. Oui, d'une mauvaise foi absolue, presque méchante, et là, On l'embrasse. Donc, mais elle n'était pas en colère, elle a adoré le livre. Elle a adoré le livre, mais elle me dit que c'est pas elle, qu'elle n'est pas comme ça. Um, I remember being young. I remember being teased for certain things, or the pressure to conform and fit in, and always feeling that I was outside of that, and that I was from such a small town, and that there must be more in this world. The world must be a more exciting place
than a small town with one stoplight. Um, and so for me, I was in a hurry to leave and thinking, I will never come back to this little town, except to visit my parents. But I will never come back to this small place. And ironically, after my book deal, I left my position working for the US government in Washington, D.C., and I moved back to my hometown. And I live a block away from my parents now. And everyone knows me as Susie, which is what they called me when I was growing up. And for me, I'm delightfully surprised at how grounding that experience is, to be back, but seeing things with adult eyes and appreciating things that I did not appreciate when I was younger. I would say that because I've worked in education for my entire career, I've always been around teens, and I would see myself in certain students. And I think that kept me remembering what it was like as a teen. And then for my own children, I would see my daughter in particular, the struggles that she would have, and they were similar struggles to mine. And I would have such good advice and love and support and acceptance for her. And I thought, why didn't I give this to myself when I was younger? Why didn't I love myself and accept myself and stop trying to fit in, and instead embrace everything that made me unique and amplify that part of my spirit and my voice. Je me souviens bien du temps où j'étais jeune, où j'étais adolescente. Souvent on me taquinait, on m'embêtait pour différentes choses, et je sentais beaucoup de pression à rentrer dans le moule, à m'intégrer et à être pareil aux autres. Et je me sentais toujours un petit peu extérieure, j'avais du mal à rentrer dans le moule. J'ai grandi dans une toute petite ville. Et je me suis toujours dit, mais c'est pas possible, il doit y avoir autre chose que ça. Le monde doit forcément être plus grand, plus intéressant que cette petite ville de rien du tout, avec juste un feu rouge et une route principale. Donc j'étais vraiment très pressée de m'en aller de cette ville. Et je me disais, jamais je remettrai les pieds dans ce bled, à part pour rendre visite à mes parents. Et ce qui est drôle, c'est que dès que j'ai eu un contrat d'édition pour mon livre, j'ai tout de suite quitté mon travail d'enseignante à Washington, D.C. et je suis revenue dans cette petite ville où j'avais grandi, et j'ai acheté une maison à un pâté de maison de distance de chez mes parents. Donc je recroise maintenant tous les gens que j'ai connus quand je grandissais, qui m'appellent encore Suzy, qui était mon petit nom quand j'étais enfant. Et je trouve ça très agréable, c'est une surprise très agréable pour moi de sentir à quel point c'est rassurant et stabilisant d'être de retour dans l'endroit où j'ai grandi et de revoir les choses, mais cette fois avec des yeux adultes, et d'apprécier les choses que je ne voyais pas forcément quand j'étais petite. Moi, j'ai travaillé toute ma carrière comme enseignante, donc j'ai toujours été entourée d'adolescents, et donc je me suis toujours vue, reconnue dans mes jeunes étudiants et dans mes jeunes élèves, et ils m'ont toujours rappelé ce que c'était qu'être adolescent. Donc j'ai toujours eu ça autour de moi. Et avec mes enfants aujourd'hui, je me reconnais beaucoup, en particulier dans ma fille. Je vois les difficultés qu'elle rencontre. Je reconnais beaucoup des choses qui m'ont posé problème dans mon adolescence. Et quand je vois à quel point j'essaye de faire preuve d'amour, de soutien et d'acceptation avec ma fille, je me demande toujours pourquoi est-ce que j'ai pas fait la même chose avec moi-même, pourquoi moi je ne me suis pas donné ce même amour, cette même acceptation quand j'étais adolescente, et pourquoi je me suis pas dit arrête d'essayer de toujours rentrer dans les cases, et accepte-toi tel que tu es, accepte ce qui te rend unique, et accepte ta voix qui te rend unique. Alors apparemment, vous aimez écrire sur vos filles. Leïla, vous n'avez pas encore de filles, mais on a l'impression que... Yeah, I'm not that far removed from my teenage
I just turned 20 though, so they can officially stop calling me a teenager. Um, I mean, I think that I was very similar when I was 14 or 15 that to who I am now. And I think that's part of what Emily was saying about like it when you don't get really to be a child, you end up kind of experiencing as you get older, you're not really all that different because you were already in the position of adulthood. And so now I'm like, oh, I wish I could go back. I would be 15 again and do it differently. And at the same time, like I think that's always how we're gonna feel. I don't know, I think you feel really like a heightened sense of everything when you're a teenager. Sometimes I felt like I was in a movie, like I felt like there was music and I'd be walking down the street and I'd be like, I am a teenager. And at the same time, there is this like desire to grow up and to be treated and seen as the adult you feel you already are. And I mean, I think part of it is that the world sees young people as young only when it's convenient. And so when you want to make someone feel small, then you're like, oh, well, you're young, you don't understand. But then when you want them to do something, then you're like, oh, you're old enough, go do it. And I think that contradiction is very confusing for teenagers, and creates this loneliness and this isolation. And so in my calling, I tried to kind of show this heightened sense of the world, and the depth of kind of the loneliness of the teenage experience through kind of a poetry of Kiara's view of her world, through color and the kind of view of color, and sound, and through moments of feeling younger. And so there are moments in the book, especially when Kiara is with her 9-year-old next door neighbor Trevor, where she gets to like experience being a kid, on the basketball court or making pancakes and things like that, which really contrasts the rest of her experiences, where we almost forget that she is young. And I wanted to kind of have that be a core message of the book, is like we often forget that especially girls of color are young, because we expect so much from them until we disagree with their resistance, and then we want them to be young. Alors, j'ai 20 ans, donc mon adolescence n'est pas si loin. Et officiellement, donc à 20 ans, on n'est plus adolescente. Quand j'avais 14-15 ans, je n'étais pas vraiment quelqu'un de très différent de ce que je suis maintenant, aujourd'hui. Et comme Émilie le disait, quand on n'a pas l'impression d'être un enfant, quand on grandit, finalement, ben, rien ne change vraiment puisqu'on est déjà adulte. Alors, c'est vrai que parfois, je me dis que j'aimerais bien avoir 15 ans et faire un petit retour en arrière. Mais bon, j'imagine que c'est toujours comme ça dans la vie. Quand on est adolescent, on a ce sens, on vit les choses intensément, on a parfois l'impression qu'on est dans un film, qu'il y a de la musique, on déambule dans les rues avec cette idée en disant, wow, je suis une adolescente, et parallèlement, on a envie de grandir et de grandir vite et d'être traité comme un adulte. Les adultes, eux, ils trouvent les jeunes quand ça les arrange. Et parfois, quand ils disent ah, bah, tu es trop jeune, tu ne peux pas comprendre. Ou alors, ils confient des missions à des jeunes en estimant qu'ils sont assez âgés pour le faire. Et ça, pour un adolescent, un jeune, c'est troublant. Et cela déclenche cette solitude que l'adolescent ou le jeune peut ressentir, qui peut se sentir vraiment isolé. Et dans mon livre, Arpenter la nuit, la protagoniste, j'ai voulu montrer par le biais de la protagoniste ce sens aigu que l'on a du monde, de la façon dont on le perçoit.
cette solitude, et cela s'exprime par la poésie de Chiara, par des couleurs, par des sons. Et à plusieurs endroits dans le livre, on voit qu'elle se sent plus jeune. Et elle peut vivre cette enfance, par exemple, grâce à son voisin, Trevor, qui a 9 ans. Et c'est pendant ces moments-là qu'elle redevient enfant en faisant des crêpes ou alors en allant jouer au basket avec lui. Et là, cela entre vraiment en contradiction avec ce qu'elle vit, qui n'a rien à voir avec cette enfance, et, et, et qui fait qu'elle oublie qu'elle est jeune. Donc le message clé de mon roman, c'était que trop souvent les jeunes, et souvent les jeunes femmes noires sont oubliées, du moins leur jeunesse est oubliée, et on oublie qu'elles sont jeunes, et on leur demande d'agir comme des adultes. Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais en France, on aime beaucoup se plaindre. On aime beaucoup râler. Est-ce que vous avez écrit et j'en suis le premier concerné, mais est-ce que vous avez écrit vos affirmations dans la salle? Pas très honnête. Est-ce que vous avez écrit ces 3 romans pour aussi dire à la jeunesse, ne vous plaignez pas trop parce que de l'autre côté, dans des contrées plus lointaines, il y a des jeunes qui souffrent, qui sont oubliés, qui n'ont pas forcément vos privilèges. Est-ce que ça a été aussi une clé de vos livres, et notamment à vos filles, à toutes les deux, puisque vous leur transmettez un message en les faisant apparaître en filigrane dans vos ouvrages? Non, on n'écrit pas. Moi, personnellement, je parle pour moi et je pense que c'est peut-être la même chose pour mes collègues. On n'écrit pas avec l'intention de passer des messages, de passer des messages. Et moi, dans les villages de Dieu, je ne voulais pas qu'il y ait de pathos ou de prise de position, de conseils, d'étalement de préjugés sur la manière d'être quand on a 20 ans, sur la vertu. Moi, je voulais que Célia soit vraiment cette personne ordinaire qui est confrontée à des situations et voilà, des situations qu'elle affronte. Donc, ce n'était pas pour donner des conseils, pour dire, par exemple, à ma fille, voilà, il y a des gens qui souffrent, qui n'habitent pas très loin de chez toi, qui n'ont pas les mêmes privilèges que toi. Je pense qu'elle le sait. Elle le sait pour qu'un livre soit réussi, et je pense avoir assez d'expérience comme lectrice d'abord et comme écrivaine ensuite, il faut que ce livre soit crédible, c'est-à-dire qu'il soit au-dessus des questions de morale, au-dessus d'un certain nombre de questions. L'idée, ce n'était pas de donner des conseils. L'idée, c'était de montrer, c'est-à-dire d'ouvrir des portes, des fenêtres pour éviter à voir, éviter à voir comment cette vie peut se passer et voilà aussi comment, peu importe où l'on se trouve, peu importe les privilèges que l'on a, on est concerné par la vie de certains nombres de personnes qui sont soit des compatriotes, soit des congénères, même si elles vivent dans d'autres pays. Donc, c'était ça surtout l'idée. Et quand j'ai commencé à écrire Les villages de Dieu, très vite, j'ai senti que je perdais un petit peu le contrôle du livre parce que Célia est un personnage très, très, très fort et je me laissais certaines fois guider dans cette idée que je ne connais pas. Et comme je le dis depuis hier, l'écrivain, il peut intervertir les sens, c'est-à-dire voir avec ses oreilles, écouter avec ses yeux, donc intervertir les sens pour aller dans des contrées inconnues, pour voir, pour comprendre et voilà, pour inviter d'autres personnes à venir voir, à venir entendre, à venir comprendre. Donc être dans
dans ce qui est commun aux écrivains depuis tout le temps, depuis la nuit des temps, et être aussi dans cette époque-là avec les réseaux sociaux qui permettent de voir un petit peu plus encore ce qui se passe dans des endroits inaccessibles. Donc c'était cela le pari, parce que écrire aussi, c'est un pari, parce qu'il y a énormément de livres qui paraissent chaque jour, chaque année, et faire le livre qui va faire qu'on est invité au Festival américain. C'était bien vu. Jenny. I tried to address Goddess's privilege, have her become more aware of the privilege that she has as a light-skinned Ojibwe young woman who comes from her non-native family. Her mother's side of the family is very wealthy. And then also she is physically large. She is tall, she is strong, athletic, and plays ice hockey on a boys team. I wanted to show that she has these advantages, and then she experiences things that reduce her to just another Native young woman who is victimized. And that even with all of her advantages, because she is physically assaulted, and where that crime happens, the perpetrator will never be taken to court. She will never get justice from that. And I wanted to show that truth to readers, that this is what it's like for Indigenous women, girls, and Two-Spirit and trans. They're a hunted species because of these jurisdiction things that their own tribe cannot seek justice for them. And so they become more of prey to predators. So, yeah. Okay. Ce que j'ai essayé de traiter dans ce livre, c'est donc l'histoire de cette jeune fille qui a un privilège, qui elle-même est dans une situation privilégiée, parce que c'est une jeune fille Ojibwe qui a la peau claire, qui est métisse. Sa mère est non amérindienne, et la famille de sa mère est assez riche. Et donc elle grandit dans cette famille. C'est une fille qui est grande, qui est forte, qui est très athlétique et qui fait du hockey sur glace, qui joue dans une équipe de garçons. Donc, elle a tous ses avantages dans la vie, mais il lui arrive quelque chose qui va la réduire, qui va faire d'elle, qui va la réduire à n'être plus que juste encore une victime de plus, encore une autre jeune fille amérindienne de plus qui devient la victime d'un crime. Donc, elle a tous ses avantages pour elle, mais elle est victime d'une agression. Et à cause de cette agression, à cause de l'endroit où a lieu cette agression, les circonstances font que le coupable, la personne qui l'agresse, n'est jamais poursuivi pour ça, et que la justice n'est jamais faite pour ce crime. Donc je voulais montrer cette vérité qui est bien réelle au lecteur. Je voulais montrer ce que c'est pour l'expérience de ces jeunes filles, ces jeunes femmes, ces jeunes personnes trans indigènes qui sont aujourd'hui victimes de crimes et qui, à cause du système légal américain actuel, se retrouvent complètement impuissants puisque les tribus ne sont pas en mesure de rendre la justice elles-mêmes. Et donc, il y a tous ces crimes qui ne sont pas résolus et qui font que ces jeunes personnes sont complètement à la merci des prédateurs et deviennent comme des animaux qui sont poursuivis par des prédateurs. I mean, I don't ever start a book thinking about any message or really even any theme. I start with the characters and the story
And I mean, I think readers can pull whatever they want from it, but that's like not really my job as the writer. And I don't know, both of you probably know, but if you tell a teenager that they should stop complaining or calm down, it only ever makes them more defensive. And I think that teenagers already feel like compared constantly, and it's difficult to compare realities that are so disparate, right? So I think that I would never want any reader to like compare themselves to my character as much as I would want them to understand you know, this person and this story as part of an expansive world. And I think that that's really more of the purpose of my fiction, is like we have often an incomplete picture of our like world, and literature, we need more stories to like fill in all of those gaps and to remind us that we are not monolithic groups, and we are individuals, and a character can be just a character as much as they represent the reality they come from. Quand je commence à écrire un livre, je n'ai pas de message en tête, de thème bien précis, mais je commence toujours par un personnage qui a une histoire. Ensuite, le lecteur pourra en tirer ce qu'il en veut, mais moi je raconte une histoire. Je pense que vous le savez, si on dit à un adolescent calme-toi, en général, cela ne le rend que plus énervé ou plus sur la défensive. Et les adolescents, très souvent, se sentent toujours comparés. Et là, ce n'est pas du tout le propos. Il ne s'agit pas de comparer des réalités. Ce sont des réalités qui sont extrêmement différentes. Et donc, l'exercice n'est pas souhaité et très, très difficile. Je ne veux pas du tout que mes lecteurs ou les adolescents se comparent à mes personnages. Ce que j'ai écrit, c'est une vision, c'est une expérience vécue par ces personnages. Et c'est là aussi l'objectif de la fiction, c'est-à-dire de compléter ce tableau incomplet du monde. Et pour compléter ce tableau, on a besoin d'histoire, on a besoin de remplir ces lacunes. Et pour que les lecteurs comprennent que nous ne sommes pas un groupe monolithique, nous sommes des individus et comme le sont les personnages dans mon roman. Tout à l'heure, Émilie, vous parliez de crédibilité, et là où je trouve que vous êtes extrêmement brillantes toutes les trois dans vos romans, c'est sur les dialogues, la qualité des dialogues, où c'est très facile, c'est piégeux de tomber dans un dialogue caricatural quand on fait parler des jeunes gens. Et là, pour le coup, vous êtes extrêmement crédible. J'aurais voulu savoir quels ont été vos premiers cobayes. Est-ce que vous avez testé la qualité des dialogues pour autrui? Est-ce que, au contraire, vous avez fait une lecture musicale des choses pour voir si cela sonnait bien? On sait que Leïla aime beaucoup le slam. Quels ont été vos matériaux de recherche sur les dialogues? Parce qu'à chaque fois, dans chacun de vos ouvrages, c'est extrêmement réussi. Alors, j'ai juste laissé parler les personnages quand Comment laisse-t-on parler des personnages? Quel est le secret? Voilà, les personnages, ils naissent avec leur caractère et voilà, nous les créons, mais en même temps, nous faisons connaissance avec eux. Et moi, par exemple, j'ai un personnage qui s'appelle Jules César, qui est un chef de gang et que j'adore. Moi, j'ai toujours un personnage dont je suis amoureuse dans mes livres. Et là, c'était Jules César. Je le trouvais flamboyant et ce n'était pas difficile parce que quand on imagine un personnage, et dès qu'on l'imagine, on écrit la première phrase qui le fait exister, il existe pour de vrai. C'est-à-dire, c'est une personne avec un cœur, avec une âme, avec des tripes, une bouche, des yeux, et vous avez, en continuant à parler de lui, vous l'avez physiquement devant vous. Vous le regardez marcher et vous lui insufflez de la vie,
et lui aussi, il vous en insuffle, et il est vivant, et vous êtes dans un échange avec lui, puisqu'il existe pour de vrai, et là, il parle, et il a des conversations, il a des choses qu'il dit qui ressemblent à ce qu'il est dans votre tête. C'est-à-dire, il est incarné. Voilà, il est lui, et par rapport à ce il a un discours, il a un regard sur la vie comme une vraie personne. Et là, quand il sort, quand il est dans un dialogue, il parle avec son bagage de vie. C'est-à-dire, c'est un étudiant qui a commis un crime pour défendre sa mère. Et voilà, il a dû laisser son quartier. Il est arrivé dans cette cité précaire. Il a intégré un gang. Donc, il porte une histoire comme Célia. Célia, elle a son parcours, élevée par sa grand-mère, elle sait plus de choses que sa grand-mère en imagine. Donc, c'est une personne à part entière qui porte une histoire, et en tant qu'auteur, je connais l'histoire. Donc, quand Célia parle, et comme nous, comme vous, quand vous parlez, vous êtes professeur de droit, vous parlez en fonction d'un parcours de vie. Donc, il faut juste laisser le personnage parler comme dans la vraie vie. Parce que le roman, c'est de la vraie vie. C'est de la vraie vie. Donc, et c'est pour cela qu'on sort à chaque fois d'un roman avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que l'on prend et que l'on peut soi-même transformer pour faire d'autres livres, pour vivre différemment ou pour aborder différemment des sujets de vie ou pour être capable d'aborder des sujets qu'auparavant on n'aborderait pas. Donc, du coup, les dialogues sont les dialogues de ces personnages-là, voilà, qui viennent et qui parlent, puisque nous sommes dans la vraie vie. Et voilà, elle est Célia et elle parle comme ça, elle pense comme ça. Et Jules César pense comme ça, Pierrot aussi. Donc, voilà, on n'a pas besoin d'expérimenter les dialogues, parce qu'on est dans quelque chose de spontané, où le personnage, il existe, il parle, il respire, donc il y a des choses qui sortent de son esprit, qui passent par sa bouche, des choses où elle pense parce que c'est lui, parce que c'est elle. Merci. So having worked in schools, and worked with after-school programs for teens in our Native communities. I overhear a lot, and then also with my own children, our home was the place where all of their friends would come to hang out. And so I could be at the computer working on my book, and I guess I would just fade into the woodwork and my sons and their friends would talk, and I would hear the way that they talked about girls, the way they talked about situations, and I would pick up on like an odd thing. My sons and their friends, when they would talk, they wouldn't start a sentence by saying, I did this. They drop off the I and they're just like, did this, going here, doing that. And just realizing those little things, patterns of speech. I felt like having children and working in schools was like a master class in dialogue. And then I was raised on audio books. My father was a truck driver. And so I've been listening to audiobooks since they were on cassette tapes. Truck drivers would share shoeboxes full of story tapes. And so when I write, I read aloud my work to see how it sounds, because I'm very
mindful of what that audio story will sound like. And so I very much want the dialogue to be broken and stilted and true to that particular character. I also wanted to say that there is a character that I fell in love with in my story, and it's a young man named Stormy. And originally I had envisioned one path for him, but I loved him. He reminded me of one of my son's friends and reminded me of some of the students I've had over the years that people only saw what they perceived as deficits in that person's life and with their family. And I wanted to show that this person actually had more going for them than anyone realized. And so his story, the trajectory of his story changed because of my love for this character and wanting to show his work. Alors, pour l'écriture des dialogues, moi, comme je disais, j'ai beaucoup travaillé dans des écoles, donc j'ai fait de l'étude scolaire avec des adolescents après les cours, donc j'ai beaucoup entendu parler des adolescents autour de moi. J'ai aussi mes propres enfants que j'ai vu grandir, et chez nous, à la maison, c'était vraiment l'endroit où tous les copains de mes fils venaient se retrouver et passer du temps. Donc moi, j'étais toujours assise dans un coin sur mon ordinateur en train d'écrire mon livre, je me fondais un petit peu dans le décor et j'écoutais parler mes fils avec leurs amis, j'écoutais comment ils parlaient des filles, ils parlaient de leur vie, de leur situation, et je retenais des petits tics de langage. Par exemple, ils avaient une façon de faire leur phrase où au lieu de dire j'ai fait ça, ils retiraient le pronom au début de la phrase, ils disaient fais ça, je suis allé là. Et voilà, donc c'était des exemples de petits tics de paroles comme ça que j'ai récupérés. Et je pense qu'avoir des enfants et passer du temps avec des ados, c'est vraiment comme une masterclass pour l'écriture de dialogue. Une autre chose, c'est que j'ai été élevée en écoutant des audiobooks, des livres audio. Mon père, il était chauffeur de poids lourd et les chauffeurs de poids lourd, ils écoutaient des cassettes à longueur de temps. Ils avaient des boîtes à chaussures pleines de cassettes qui s'échangeaient entre eux. Donc j'ai écouté beaucoup d'histoires comme ça, ce qui fait que quand j'écris, je relis à voix haute mon texte pour entendre comment ça sonne. J'ai toujours en tête ce que ça pourrait donner en audio-livre. Donc, c'est quelque chose auquel je suis attentif. Et je voulais vraiment avoir des dialogues qui soient vrais, qui soient un peu rugueux, qui soient un peu parfois discontinus et qui est vraiment une particularité de chaque personnage. Je voulais dire aussi, pour réagir à ce qu'a dit Émilie, que moi aussi, je suis tombée amoureuse d'un de mes personnages. C'est un jeune homme qui s'appelle Stormy. Et à l'origine, j'avais décidé de ce que serait sa trajectoire dans le livre. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il me rappelle un ami de mes fils et il me fait aussi penser à certains des élèves que j'ai connus, des jeunes gens dans lesquels les jeunes gens ne voient que leurs défauts et que leur passif et leurs problèmes familiaux et qui pour moi avaient beaucoup plus que ce qu'on voyait chez eux. Et donc j'aimais tellement ce personnage que j'ai décidé de changer sa trajectoire dans l'histoire pour faire voir aux gens la valeur de ce jeune homme. I take a similar approach to both Angeline and Emily. I think part of it just comes from like if you're writing about a world you know, then it becomes very easy to understand how your characters would speak. And when you get to know your characters deeply, I do a lot of journaling, I write in first person. So that's a lot of how I get into the like narration voice, and then you know, I know my characters enough to understand how they would speak. And then I think what happens if, like right now I'm writing a book that is set in a different place where the speech is slightly different. And so then that requires a little more work for me to get to know the character's voice in a context that isn't as close to my own. And I don't know, I think dialogue is it's interesting because it has to feel real, right? And I think that often it feels most real when it comes out the first time, because it's not polished and we don't edit ourselves.
as we speak. And so I do read it out loud, and sometimes I'll drop off a word or two. But for the most part, it comes out the way that someone would actually speak it the first time. Mon approche est un peu celle de Angéline et de Émilie. C'est facile de trouver des dialogues qui sont issus d'un monde que vous connaissez, vous le connaissez, vous savez comment les gens parlent. Dans les personnages qui sont dans mon roman, dans ma préparation, j'écris un journal, comme un journal intime, chaque jour, et ces personnages, je leur fais raconter ce qu'ils font, et cela m'aide à trouver déjà le ton de la narration. Je connais bien mes personnages, donc je sais comment ils vont parler. En ce moment, j'écris un livre qui s'inscrit dans un contexte complètement différent, et là, c'est davantage de travail, c'est vrai, c'est plus difficile que lorsque vous écrivez que vous écrivez un livre avec des personnages qui évoluent dans un contexte qui est plus proche de vous. Les dialogues, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il faut qu'ils doivent sonner juste. C'est quelque chose de réel. Et en général, ils sortent comme quand quelqu'un parlerait, comme si quelqu'un parlait spontanément. Quand on parle, il n'y a pas de réédition, rien n'est corrigé. Donc c'est cette première, cette première phrase, ces premiers dialogues qui sont importants. Parfois, il m'arrive de relire tel ou tel dialogue et je laisse tomber un mot ou un autre, mais en général, c'est le premier jet qui est le bon. Alors, j'ai une dernière question pour toutes les trois. J'aurais voulu savoir quelle adolescence vous étiez réellement. Est-ce que vos parents auraient pu ou vont écrire sur vous plus tard? Est-ce que vous vous retrouvez aussi dans vos héroïnes? Est-ce qu'il y a un lien entre elles et vous? J'aimerais que vous parliez, vous savez tous, et tous, évidemment, la jeunesse d'aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans. Elle a des codes et des langages peut-être différents. Comment vous vous retrouvez dans tout ça? Si mes parents devaient écrire un livre sur moi, il ne serait pas un bon livre parce qu'ils ne me connaissaient pas, ils ne me connaissent pas. Et j'ai toujours eu une vie différente de ce qu'ils croyaient ou de ce qu'ils voulaient. Et parce que je lisais plein de choses interdites en cachette, je pensais à plein de choses qui leur auraient déplu. Donc, c'est-à-dire, ce qu'ils oubliaient, c'était une énorme surprise pour moi si ma mère écrivait un livre et qu'il reflétait exactement qui j'étais. Mais je ne pense pas que ça soit de l'ordre des choses possibles. Donc, Et on l'accueille tout de suite. Donc, et voilà, moi j'étais une adolescente voilà, qui avait, en fait, celle qu'on pensait que j'étais, ce n'était pas moi. Moi j'ai toujours été, j'ai toujours eu, voilà, euh, cette apparence de fille très sage, obéissante. J'avais de très bonnes notes à l'école, mais voilà, c'était un paravent peut-être pour lire et écrire beaucoup de choses. Je lisais des livres, en fait, moi je ne crois pas, je ne crois pas qu'il y ait des livres spécifiques pour la jeunesse. Moi, je pense qu'il faut laisser les jeunes lire ce qu'ils veulent, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je lisais des livres qui étaient interdits aux gens de mon âge quand j'avais 12-13 ans. C'est-à-dire, je lisais le matin Vasconcelos et Nobel Oranger à 12 ans et le soir, je tombais sur un livre, j'étais tombé sur un livre d'un monsieur qui s'appelle Max Duvelic dans une librairie totalement érotique et je le cachais, je le lisais le soir. Donc, voilà, donc j'étais cette personne un peu bourbe, peut-être, adolescente et menteuse, cachotière,
mais qui n'en donnait pas du tout l'apparence. Et je suis très, très contente d'avoir été cette adolescente-là qui me permet aujourd'hui d'être cet adulte qui permet plus de choses à ses enfants. Donc, si bien qu'elles sont totalement de mauvaise foi, parce que ma fille, quand elle a lu les villages de Dieu, elle m'a dit, il faut changer le titre. Je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit, mais écoute, quand on s'appelle prophète, on écrit les villages de Dieu. Comme on est d'accord que c'est un bouquin sur la Bible. Donc voilà, j'étais cette personne. C'est difficile à porter, ce contexte-là. I would say that my parents would write what they knew on the surface about me, but they didn't know anything that was happening beneath the surface. And I think to outward appearances, I was trying to be a perfect child and play sports, excel in sports, get good grades, be well liked, but really, and read. I was always reading, but yes, I too was hiding books too, as I would steal books to read because I was afraid the librarian would tell my mother what books I would be checking out, and I didn't have money to purchase books, so I would steal. And so I felt like on the surface, I looked as if everything was going well and I was doing everything my parents wanted me to do. But secretly, I was a book thief and I stole other things too. And that if I had the chance to drink or smoke or have wild adventures, as long as my mother never found out, then that was good. But I was always in fear that she would find out because she was a very strict disciplinarian and would use a belt to discipline. And so I think I took many risks that anyway. So yes, I was very different beneath the surface than what everyone saw. On va tout savoir ce matin. Et là, vous avez la pression. Moi aussi, c'était un peu, si mes parents devaient écrire un livre sur moi, mes parents, ce qu'ils savaient de moi, c'était vraiment ce qu'il y avait en surface, mais ils ne savaient rien de ce qu'il y avait en dessous de cette surface. Parce que vu de l'extérieur, j'étais vraiment la petite fille parfaite, j'étais très sportive, très bonne en sport, j'avais des bonnes notes, je faisais vraiment tout mon possible pour être appréciée, et j'étais tout le temps en train de lire des livres. Mais moi aussi, je cachais des livres et même je volais des livres en fait pour les lire parce que j'avais peur. Il y avait certains livres qui m'intéressaient et je ne voulais pas les prendre parce que j'avais peur que la bibliothécaire dise à ma mère quel livre j'avais choisi. Et j'avais pas les moyens de les acheter, donc je volais des livres. Donc voilà, encore une fois, en surface, tout allait bien, je faisais tout ce qu'on attendait de moi. Mais en secret, j'étais une voleuse de livres et j'ai volé quelques choses aussi. Et ça pouvait m'arriver dès que j'avais une occasion de boire ou de fumer ou d'avoir des aventures un peu folles. Je ne m'en privais pas du moment que personne n'était au courant. Et j'avais vraiment peur que ma mère le découvre parce qu'elle était très stricte sur la discipline. Elle mettait volontiers des coups de ceinture. Et donc, c'était très risqué. Je prenais beaucoup de risques. Donc, voilà, j'étais une adolescente très différente en surface de ce que j'étais en profondeur. A book about me, a truthful book, would be titled Susie Perfect, The Life of a Secret Thief of Erotic Books. S'il y avait un titre de livre qui me conviendrait, s'il y avait un livre sur moi, ce serait Suzy, la petite fille parfaite, la vie d'une voleuse cachée de livres érotiques. I think it's such a common thing with writers where like the perfectionism and then like the secret life. My parents
gave me a lot of freedom, perhaps too much freedom. I never had a curfew. So I lived kind of two lives. I lived my like day life where I would go to school, I was very good at school, and I would work and I would perform, and then at night I would go out with my friends and do things I was not supposed to do. And I think that like my parents would not try to write a book about me. Um, but if they did, it would probably be really boring because it's the times they saw me, I was just doing my homework, and so we didn't like get to actually spend that much time together when I was a teenager because I was always out. I don't know. I think like I had a similar experience to you too. I just didn't have strict parents. Which I think there's like two ends of the spectrum, right? Where like you can have parents that have many rules and make you feel constrained, and then you can have parents that have absolutely none and make you feel like you have no boundaries to life. And teenagers need boundaries, or they don't feel safe. I'll tell the truth at 30. Exactly. I tell people I'm not going to tell you much about my personal life because in 40 years I'll write a memoir and then you can. So your parents were not like at the extreme, they were like. No, they were extremely. Okay. Yeah, they did not care what I. Alors, les écrivains ont beaucoup de points communs. Ils sont perfectionnistes et ils ont tous une vie secrète. Quand mes parents m'ont accordé énormément de liberté, je n'étais pas censée rentrer à la maison à une heure particulière. Et j'avais en réalité deux vies. La vie de la journée où j'étais bonne élève, je travaillais, je faisais ce qu'on attendait de moi, et la nuit, et là je sortais avec les amis et je faisais des choses que je n'étais pas censée faire. Donc si mes parents devaient écrire un livre sur moi, je pense qu'il serait plutôt ennuyeux, parce que ce qu'ils ont vu de moi, c'est moi en train de faire mes devoirs, et pas beaucoup plus. On n'a pas vraiment passé beaucoup de temps ensemble, j'étais souvent sortie. C'est un petit peu on partage un peu la même expérience. Et c'est vrai que les parents peuvent être soit très stricts, très sévères, ou alors ne donner aucune règle et accorder beaucoup de liberté, comme cela a été le cas pour moi. Et parfois, quand il y a trop de liberté et pas de limites, cela peut être problématique pour les adolescents qui ont besoin de limites. Et je n'ai pas terminé, encore une fois. Et ne pas vous raconter, je ne vais rien dire sur moi, sur ma vie privée, parce que j'ai bien l'intention d'écrire mes mémoires dans 40 ans. Merci à tous, merci aux deux interprètes qui font un travail formidable pour retranscrire le livre. Je vous rappelle le village de Dieu, le livre texte Mémoire impayée, une très très belle édition. Leïla Motley, Arpenter la nuit, Albin Michel, et Une dose de rage, Angeline Boulet et Nathan. Et si jamais vous avez un manque particulier de rencontres littéraires, parce que le Festival américain, malheureusement, ne se tient pas toutes les semaines, vous avez des rencontres libres qui sont ouvertes. Merci à tous.